Je vais vous parler aussi aujourd'hui de l'histoire volcanique de la Lune, donc rien à voir avec l'Afrique. Alors la Lune, on a coutume de dire que c'est un astre géologiquement mort, il ne s'y passe plus grand-chose. Du moins, ce qui se passe sur la Lune est lié essentiellement à des interactions entre la Lune et l'univers extérieur à la Lune. Ça peut être des chutes de météorites, ça peut être les effets de marée entre la Terre et la Lune qui vont faire des tremblements de Lune, mais il n'y a plus aujourd'hui d'activité interne. Ça n'a pas toujours été le cas, et quand on observe le ciel, que ce soit les étoiles, les planètes ou la Lune, on a un peu de mal à imaginer les grands bouleversements qu'ont subis ces objets au cours du temps. Et qu'il y a 2, 3, 4 milliards d'années, les choses étaient bien différentes. Et c'est le cas pour la Lune, comme on va le voir aujourd'hui. Il y a eu des volcans, il y a eu des grandes plaines volcaniques. Et alors, sur ce dessin, vous imaginez un soir d'été, vous contemplez votre satellite et vous voyez des volcans. Alors, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui était contemporain de l'humanité, a priori. Par contre, là, sur ce dessin, on y voit des arbres. Alors, les arbres sont apparus sur Terre il y a à peu près 380 millions d'années. Alors, est-ce qu'il y avait encore des volcans sur la Lune il y a 380 millions d'années? C'est des questions qu'on va se poser. Est-ce que ce genre de scène était possible, finalement? Est-ce qu'on peut imaginer que il y avait des forêts sur Terre et qu'en même temps, on pouvait voir, contempler à 400 000 km de distance en toute sécurité des volcans en train d'exploser sur la Lune. Donc c'est un petit peu à ces questions que je vais essayer de répondre aujourd'hui. Alors j'ai choisi comme titre Adolescence volcanique de la Lune. Le volcanisme, on va le voir, c'est une libération d'un excès d'énergie. Vous avez des enfants, des adolescents, on a parmi vous, c'est un peu pareil. À un moment donné, il faut que ça sorte. Et donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ce volcanisme s'est mis en place. Et allez, c'est parti pour ce voyage dans le passé volcanique de notre satellite. Alors, on va faire un petit peu d'histoire au début de cet exposé. On va se demander un petit peu, au fait, depuis combien de temps on sait qu'il y a des volcans sur la Lune. On va remonter à des observations à l'œil nu il y a 400, 500 ans. Ces observations à l'œil nu vont mettre d'abord en évidence ce qu'on voit tous quand on observe notre satellite, qu'il y a des taches sombres et des taches claires. C'est Léonard de Vinci qui a été un des premiers à comprendre que c'était la lumière du soleil en fait qui éclairait la Lune et qui nous permettait de la voir la nuit. Et ça a été aussi lui qui a compris que la lumière cendrée et l'éclairage réfléchi de la Terre, l'éclairage réfléchi du soleil sur la Terre qui éclaire notre satellite. Alors, à l'époque, Léonard de Vinci il soutient l'idée que la Lune réfléchit la lumière du Soleil, mais pense que les taches sombres sont en fait des continents et que les zones claires sont la surface de l'eau. On n'avait pas à cette époque-là d'image de la Terre vue de l'espace. Donc voilà l'hypothèse qui était à l'époque. On a eu William Gilbert, un médecin anglais aussi, qui à son tour a dessiné la Lune, a reproduit un petit peu ce qu'il y voyait, mais à l'œil nu. Et il a repris cette hypothèse en parlant d'îles qui correspondaient donc aux taches sombres. Alors les progrès sont arrivés évidemment avec la lunette de Galilée, où on a pu commencer à observer le relief lunaire, à s'apercevoir qu'il y avait des cratères, qu'il y avait des montagnes, des vallées. Alors là, on n'en est pas encore à expliquer l'origine de ce relief, mais c'est le premier progrès un petit peu dans l'histoire de l'observation de la Lune, c'est de s'apercevoir qu'il y a cette richesse des paysages lunaires. Au cours de la Renaissance, on va avoir des astronomes qui vont se succéder et qui vont cartographier avec plus ou moins de détails la géographie de la Lune. On a Michael Florent van Legren, ou dit Langrenus, qui va aussi cartographier et observer les taches claires et les taches sombres. Et c'est à cette époque-là que le terme Maria prend forme, que les mers lunaires sont cette fois associées aux taches sombres, et que donc implicitement on associe ce qu'on va voir évidemment n'est pas le cas, hein, mais des taches, ces taches sombres à la surface de l'eau. On va voir ensuite Johannes Hevelius, un astronome polonais,
qui va proposer une cartographie complète de la Lune avec une nomenclature qui ne s'est pas imposée, mais par contre c'est celle de Giovanni Battista Riccioli, qui était un astronome italien. Sa carte va être amplement diffusée et cette nomenclature, c'est celle qui s'est imposée jusqu'à nos jours. Et à nouveau, on va retrouver les noms des mers lunaires que l'on utilise encore aujourd'hui. Alors, à cette époque-là, on commence à discuter un petit peu l'origine de ces mers lunaires. On va voir l'astronome allemand qui va publier aussi une grande carte de la Lune. Tout ça, ça va être discuté. Le volcanisme va commencer à apparaître comme hypothèse, non pas forcément pour les mers lunaires, mais pour les cratères, les dépressions circulaires qui sont observées. À cette époque-là, on va proposer que ce sont des phénomènes volcaniques. Alors, il y a quand même un géologue, alors c'est intéressant parce que ça raconte un petit peu aussi l'histoire de la planétologie, qui est toujours une science à la frontière entre l'astronomie et la géologie. Et là, c'est une bonne idée qui va venir d'un géologue qui a étudié les volcans terrestres, les coulées basaltiques, et qui va suggérer que les marias, en fait, peuvent être des épanchements de coulées volcaniques. Alors ces idées ne vont pas être acceptées à l'époque. On est dans les années 1800. Mais c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir proposé que les mers lunaires soient des épanchements volcaniques. Et ces idées vont mettre du temps à percoler. On a bien sûr Camille Flammarion, dont on va bientôt fêter le centenaire de sa mort, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La Lune, dans lequel il va également décrire les mers lunaires et discuter leur origine. Alors lui, Camille Flammarion, il va reprendre cette hypothèse que les mers lunaires, pas que les cratères d'impact, alors je donne déjà que les cratères peuvent être des phénomènes volcaniques, mais il va aussi quand même explorer l'idée que ça peut être des impacts météoritiques. Donc commencent à apparaître déjà ces idées que, sans trancher, en spéculant simplement sur la comparaison entre les objets, les cratères terrestres et les cratères volcaniques, les cratères lunaires et les cratères volcaniques terrestres, que ça pourrait être des phénomènes volcaniques, mais en gardant la possibilité que ces dépressions circulaires aient une origine météoritique. Donc, pour résumer un petit peu ces 400 ou 500 ans d'histoire, donc on a au tout début ces observations de taches claires et de taches sombres. Donc on observe déjà ce qu'on va appeler une dichotomie sur la Lune, entre ces terres plutôt claires et ces mers lunaires. Les premières observations au télescope des cratères. Et à cette époque-là, les astronomes pensent majoritairement que les cratères de la Lune sont des volcans. Donc on parle déjà de volcanisme sur la Lune, mais on se trompe complètement. On va le voir, que ce sont des cratères d'impact météoritique ensuite avec les missions Apollo. Il y a quelques scientifiques qui régulièrement vont soutenir une origine météoritique des cratères sur la Lune, comme Richard Anthony Proctor, comme Alfred Wegener, qui notamment va s'inspirer d'une expérience en laboratoire où il va projeter un projectile sur une cible en gypse et il va reproduire la morphologie d'un cratère d'impact. Et donc c'est quelque chose qui évoquera l'idée que ces cratères sur la Lune peuvent être des cratères d'impact météoritique. Mais il va falloir attendre les missions Apollo pour à la fois vraiment établir de manière définitive que les cratères d'impact sont des cratères d'impact et non pas des cratères volcaniques, et en même temps de comprendre quelle est la véritable nature du volcanisme lunaire, à savoir les mers et puis toute la richesse de l'histoire volcanique de la Lune qu'on va discuter aujourd'hui. Alors les missions Apollo, justement, elles se sont à la fois posées dans des régions sombres et dans des régions claires. On va avoir 3 missions, dont la première, Apollo 11, dans la mer de la Tranquillité, qui vont se poser au cœur des mers lunaires et qui vont ramener des échantillons de ces taches sombres. On a Apollo 11, on a Apollo 12, dans l'océan des tempêtes, et on a Apollo 15, la rille de Hadley, qui vont échantillonner les mers lunaires. Les autres missions vont se poser dans des sites géologiques plus complexes et en particulier dans ce qu'on appelle les highlands en anglais, les hautes terres, et vont
permettre de connaître la nature des roches claires de la Lune. Donc on va vraiment pouvoir comprendre l'origine de cette dichotomie grâce aux missions Apollo. Une dichotomie, c'est une opposition entre deux éléments, donc les taches sombres, les roches claires et les roches sombres. Alors, petite anecdote, une fois j'étais avec ma fille aînée, elle devait avoir 3 ou 4 ans, et elle regardait la Lune et je lui demandais de me dire qu'est-ce que c'était, de quoi c'était composé. Et elle me répond du sucre en poudre. Voilà la Lune transformée en un bonbon géant. Alors, la démarche est simple, on regarde la couleur et c'est un peu comme ça qu'on fait aussi parfois en planétologie. On regarde la couleur des roches et on essaie de déterminer leur composition. Alors ce que je trouve amusant, c'est que depuis, il y a eu quelques mois, et c'est pour ça que je cite cette histoire de sucre, c'est qu'il y a un objet qui s'appelle Arrokoth, qui est l'objet le plus lointain qui a jamais été exploré par l'homme, au-delà de Pluton. Et récemment, on a découvert qu'en fait, il y avait des molécules organiques sur cet objet, mais surtout du sucre aussi. Donc, pourquoi pas, finalement, la réponse n'était peut-être pas si naïve, mais évidemment, donc, quand les roches ont été étudiées en laboratoire, les roches claires se sont révélées être des anorthosites. Donc ça, j'imagine que certains d'entre vous, si ce n'est tous, le savent. Donc les anorthosites, ce sont des roches, et c'était une surprise, ce n'était pas forcément quelque chose auquel on s'attendait. Donc c'est important de le réaliser, c'est que cette analyse en laboratoire des échantillons Apollo ont permis de comprendre la nature de ces roches claires. Et donc une anorthosite, c'est une roche composée d'un minéral qui s'appelle le plagioclase, qui est un minéral qu'on va retrouver sur Terre dans les granites, par exemple, qui a la particularité d'être très léger. C'est-à-dire que ce minéral, quand il va cristalliser dans du magma, donc quand le magma va refroidir et que ce minéral va se cristalliser, il va flotter. Il est plus léger que le magma. Et donc cette flottaison de ce minéral va donner naissance à ce qu'on appelle la théorie de l'océan de magma bas sur la Lune pour expliquer la formation de la croûte anorthositique. C'est que on s'imagine, et aujourd'hui c'est quelque chose qui fait relativement consensus, que au tout début de la formation de la Lune, elle était partiellement fondue et que, en se refroidissant, le plagioclase va cristalliser dans cet océan de magma et va s'accumuler en surface en flottant. Et qu'ensuite, on va comme ça former l'essentiel de la croûte anorthositique. Donc là, vous avez sur cette diapositive une image de l'un des échantillons des Highlands collectés lors de la mission Apollo 16, qui a 4,19 milliards d'années. On peut dater les échantillons en laboratoire et comprendre aussi que cette croûte anorthositique est la croûte la plus ancienne de la Lune. Les roches sombres, par contre, c'est une roche qui nous est très familière, ce sont des basaltes. Alors les basaltes, c'est une roche volcanique, donc ça veut dire déjà les minéraux sont petits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une roche qui s'est refroidie assez rapidement, donc les minéraux n'ont pas le temps de croître, ils n'ont pas le temps de faire des gros cristaux, donc on va se retrouver avec une roche qui est microcristalline, des petits minéraux. Donc cette texture de la roche nous dit quelque chose sur la vitesse à laquelle elle se refroidit. C'est une roche volcanique par opposition avec une roche intrusive qui va se refroidir en profondeur. L'équivalent intrusif d'un basalte, c'est un gabbro. Un gabbro, ça va être une roche de la même composition chimique, mais simplement qui va se refroidir beaucoup plus lentement et qui va donner naissance à des plus gros cristaux. Donc ça nous dit que c'est une roche volcanique. Et une composition qui est pauvre en silicium. Alors, vous savez ou pas que les roches volcaniques, on les classe en fonction de leur teneur en silicium. Le silicium, c'est un élément dominant, l'un des éléments majeurs de la croûte terrestre et aussi de la croûte lunaire. Et quand on fond le manteau sous la croûte terrestre, on obtient des roches en général qui sont pauvres en silicium. Donc un basalte, c'est considéré comme un produit de la fusion du manteau. Quand on a des roches plus évoluées, comme on va le voir ensuite, c'est quelque chose où il faut une autre histoire magmatique un peu plus compliquée. Donc là, ce que ça nous dit à la fois, c'est que c'est une roche volcanique, et ça nous dit que c'est une roche qui est issue de la fusion du manteau. On va voir les âges aussi, qui sont plus vieux, après 4 milliards d'années. Donc là, on commence à comprendre comment s'est formée cette dichotomie lunaire. Au début, la croûte anorthositique, où on fait flotter les plagioclases,
Et puis, plus tard, dans ces grands bassins d'impact, on va remplir par des épanchements de basalte ces bassins pour former les mers lunaires. Et donc là, vous avez sur cette diapositive un basalte à olivine. L'olivine, c'est un minéral aussi qui est présent dans le manteau et qui est commun quand on cristallise ces liquides qui sont issus de la fusion partielle du manteau et qui est issu de l'une des missions Apollo. Alors ces basaltes, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces basaltes, ce sont des roches très communes sur Terre. C'est quelque chose de très familier. On en retrouve dans différents contextes. On en retrouve au niveau des dorsales océaniques. Toute la croûte océanique est faite de basalte. Elle est issue de la fusion partielle du manteau terrestre qui va remonter au niveau des dorsales. On va en retrouver aussi dans des îles volcaniques, Hawaï, l'Islande, qui sont là encore des endroits où il y a des anomalies thermiques qui vont être responsables de la fusion du manteau. Donc c'est une roche qu'on connaît bien. C'est une roche donc qui est issue de la fusion du manteau. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la conférence, je ne parle que de la face visible. Il y a deux faces sur la Lune. Vous le savez, la Lune est en rotation synchrone avec la Terre. Elle nous montre qu'une seule face. Si on n'envoie pas de mission spatiale de l'autre côté, en restant sur Terre, on est incapable de savoir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune. Et donc il n'y a pas très très longtemps qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté de la Lune sur ce qu'on appelle la face cachée, puisqu'elle est en rotation synchrone et qu'elle nous montre, quelles que soient les phases de la Lune, elle nous montre toujours la même face. La première image de la face cachée de la Lune, c'est une mission soviétique, Luna 3, qui en 1959 a permis d'avoir cette image. Et c'est sur la base de cette image qu'on a commencé à comprendre que la face cachée de la Lune n'était pas tout à fait pareille que la face visible. Sur la face visible, on voit des mers lunaires, on voit le contraste, cette dichotomie entre les Highlands et les mers lunaires. Sur la face cachée, il semble que les mers lunaires soient beaucoup plus rares. Alors c'est quelque chose qui, dans les missions spatiales ultérieures qui vont permettre de faire une cartographie détaillée de la Lune, vont bien sûr confirmer. Donc vous avez à gauche ici la face visible de la Lune, celle qu'on voit depuis la Terre, où vous avez les différentes mers lunaires, l'océan des tempêtes, la mer des pluies, la mer de la sérénité. Et puis vous allez ici sur la face cachée, et vous voyez que vous avez essentiellement la croûte anorthositique, a priori, qui est représentée, et les zones qui sont entourées ici en jaune, là, sont les quelques endroits où il y a des épanchements de basalte, a priori, qui sont similaires aux mers lunaires, mais qui sont beaucoup moins répandus. Donc, différence entre face visible et face cachée de la Lune, c'est quelque chose qu'on va essayer d'expliquer. Une des grandes questions de la géologie lunaire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a du volcanisme de mer sur la face visible et beaucoup moins sur la face cachée. Donc, pourquoi n'y a-t-il pratiquement pas de mer sur la face cachée de la Lune, sachant que les mers, on a dit, sont des épanchements volcaniques. Alors, pour comprendre comment ça se passe, je suis obligé de vous donner un petit peu des repères sur d'où vient le volcanisme et quelle est son origine. J'ai dit tout début d'exposé, en parlant d'adolescence volcanique de la Lune, que c'était un trop-plein d'énergie qui va sortir. Donc d'où vient cette énergie? Cette énergie, alors elle peut venir, l'énergie des planètes, il y a différentes sources. La principale, qui est le moteur de l'évolution planétaire aujourd'hui, ce sont ces isotopes radioactifs. L'uranium, alors surtout l'uranium 238, dans une très petite mesure l'uranium 235, donc on va dire plutôt l'uranium 238, le thorium 232, et puis un isotope radioactif du potassium, qui est le potassium 40, le potassium 39 étant l'isotope stable du potassium. Donc ces trois éléments, leur particularité, ces trois isotopes radioactifs, c'est qu'ils ont des demi-vies, des temps de désintégration très très longs, qui s'échelonnent en milliards d'années. Et cette durée leur permet finalement d'être un carburant sur le long terme pour chauffer l'intérieur des planètes et produire de l'énergie. Il y a des photons de très haute énergie qui sont émis lorsque ces atomes se désintègrent, et de la chaleur s'accumule dans le manteau planétaire. Alors, qui dit chaud ne veut pas dire forcément fondu.
il va falloir atteindre une certaine température, mais en tout cas, c'est ça la source d'énergie. Alors, il y a d'autres sources d'énergie, comme je l'ai dit au tout début. Il peut y avoir l'énergie d'accrétion. Au départ, la Lune ne s'accrète pas froide, donc elle est déjà un petit peu chaude. Les impacts météoritiques produisent de l'énergie aussi, et donc contribuent à chauffer la Lune. On peut avoir d'autres éléments, comme le fer 60, l'aluminium 26, qui sont présents au début du système solaire, mais ils ont comme particularité d'avoir des durées de vie beaucoup plus courtes. Donc c'est des choses qu'on ne va pas considérer pour l'histoire à long terme. Pour l'histoire à long terme, ce sont ces trois éléments, potassium, uranium et thorium. Alors pour savoir si ça fond et pour savoir si on peut se retrouver dans une... Ça c'est un petit schéma classique qui explique comment on va avoir une zone de fusion partielle dans le manteau. On peut avoir du magma qui est plus léger que le solide qui va remonter, formation d'une chambre magmatique et puis tout un conduit volcanique avec le volcan à la surface. Donc ça, c'est la manière un peu classique de se représenter la manière dont fonctionne un volcan au-dessus d'une zone de fusion partielle du manteau. Donc pour savoir si ça fond en profondeur comme ça et si ce magma va pouvoir monter, il faut savoir si on passe au-dessus de la température de fusion. Alors cette température de fusion, c'est ce qu'on appelle le solidus. Donc ce que j'ai représenté ici, c'est un petit graphe, vous avez la pression et la température. La pression, c'est en fonction de la profondeur. Plus on est profond, plus la pression est forte. Et plus la pression est élevée, plus il faut chauffer pour que ça fonde. Et donc cette courbe de température en fonction de la pression ici, le solidus, vous voyez qu'elle est penchée, elle augmente. Voilà. Plus la pression est élevée, plus la température doit être élevée pour fondre. Donc ça, c'est ce qui va me dire si je fonds ou pas. Et puis de l'autre côté, vous avez le profil de température qui va dépendre justement de toute l'histoire thermique de la Lune et de la quantité de ces éléments radioactifs. Si j'en ai beaucoup, pas beaucoup, on n'aura pas la même température, si la Lune se refroidit vite, etc. À la surface et dans les premières dizaines de kilomètres de profondeur, la chaleur se transmet essentiellement par conduction. Donc on a un profil qui va être comme ceci, et puis arrivé sous ce qu'on appelle la lithosphère, c'est le terme technique, on va avoir le manteau lithosphérique qui lui va le manteau asténosphérique qui lui va convecter, et donc on va avoir un transfert de chaleur par advection. Ça veut dire que la matière se déplace. Et donc le profil de température est différent. Et ça, par des modélisations, on peut remonter à ce profil de température et comparer au solidus. Et si ça croise ici, c'est-à-dire que si cette courbe noire est au-dessus, c'est-à-dire à droite de la courbe rouge, ça fond. Si elle est à gauche, ça ne fond pas. Alors il se trouve que sur Terre, en général, ça ne fond pas. Il y a des volcans, pas sur Terre, des volcans actifs, mais ils ne sont pas partout. Donc le manteau terrestre est essentiellement solide, il n'est pas fondu. Les seuls endroits où ça fond, ce sont aux limites de plaques, pour des raisons bien particulières. Donc là, vous avez une carte de la Terre avec la distribution des volcans terrestres. Et on va voir que ces volcans actifs marquent en fait, ce qu'on reconnaît ici, ce sont les limites de plaques. Donc on va les retrouver essentiellement dans trois contextes, si je fais simple. On va les retrouver au niveau des dorsales océaniques. Donc c'est là où le manteau finalement va remonter vers la surface et donc va être amené à des températures où il va fondre parce qu'il va se retrouver à une pression beaucoup plus faible. Et donc au niveau des dorsales, on va avoir du volcanisme. On va avoir du volcanisme au niveau des zones de subduction. Je peux prendre comme exemple le Japon. Là, c'est l'apport d'eau dans les sédiments qui vont être libérés. Cette eau va être libérée et l'eau va abaisser le point de fusion. L'eau va permettre de fondre à plus basse température. Donc on va avoir des volcans aussi dans ces zones de subduction. Et puis le dernier contexte où on peut faire du volcanisme, c'est s'il y a une anomalie thermique. J'ai dit en général, le manteau ambiant, ça ne fond pas. Mais si pour une raison ou une autre, à un moment donné, un endroit où il fait un peu plus chaud qu'ailleurs, là, on va pouvoir peut-être dépasser le solidus. Et donc, des endroits comme l'Islande ou Hawaï, ou l'île de la Réunion, sont des points chauds, des endroits où le manteau est plus chaud et on va avoir du volcanisme. Alors, sur la Lune, du coup, vous voyez que le volcanisme des mers, ça ne ressemble pas du tout à ça. C'est quelque chose de distribué complètement différemment. On n'a pas a priori de tectonique des plaques sur la Lune, donc pas de plaques, pas de limite de plaques. Donc il ne nous reste qu'un seul mécanisme pour faire de la fusion, c'est qu'à un moment donné, il faut que le manteau soit anormalement chaud à un endroit
pour qu'on ait un épanchement volcanique à la surface. Donc ça, c'est pour illustrer la différence un petit peu entre les contextes de fusion sur Terre et sur la Lune. Alors ces mers lunaires, on peut se demander, finalement, est-ce que c'est juste en surface, un petit épanchement de quelques mètres de lave, ou est-ce que c'est quelque chose de vraiment important dans l'histoire de la Lune? Après tout, quand vous observez la Lune à l'œil nu ou même au télescope, vous ne savez pas quelle est la profondeur de ces épanchements volcaniques. Donc pour ça, il faut avoir des outils pour regarder ce qui se passe en profondeur. Alors ces outils existent, on va regarder le champ de gravité, quelque chose qui est sensible à la masse. Et ce que j'ai dit à un moment donné, c'est que la croûte anorthositique était plus légère, alors que les basaltes vont être plus lourds. Donc on est capable de voir ce contraste de densité en regardant le champ de gravité, et donc de mesurer quelle est l'épaisseur des mers lunaires. Et en fait, quand on fait ça, eh ben, c'est quelque chose de très important. C'est en moyenne, les mers lunaires font à peu près 3 km d'épaisseur. Donc il faut s'imaginer des énormes empilements de coulées basaltiques. Dans certains bassins d'impact très profonds, qui ont été remplis par ces épanchements basaltiques, on atteint 8 km de remplissage. Ce qu'on appelle les cryptomères, au passage ici, ce sont des mers qui ont été recouverts par des éjectats de cratères d'impact qu'on ne voit pas bien, mais on sait qu'il y a des mers dessous. Donc mers et cryptomères, ça a la même nature, simplement les cryptomères sont cachés quand on les observe simplement au télescope ou à l'œil. Donc voilà, quelques kilomètres de remplissage. Donc comment ça s'est mis en place ? Pour avoir, est-ce que ça s'est mis en place en une seule fois? Est-ce qu'on s'imagine quelque chose de catastrophique dans lequel les mers se sont remplies brutalement, ont rempli les cratères d'impact, ou au contraire, est-ce que ça s'est fait en plusieurs millions d'années, de manière progressive? Alors, c'est pas facile de répondre à cette question si on regarde juste la surface, parce qu'on est en train de s'intéresser à ce qui se passe en profondeur. Sur Terre, quand on veut regarder un petit peu ce qui se passe en profondeur, on va chercher à faire des coupes géologiques, on va aller dans des chaînes de montagnes, parce que la tectonique des plaques va permettre de soulever les roches et de nous exposer des choses qui sont enfouies en profondeur. Sur la Lune, on n'a pas beaucoup de moyens d'aller regarder ce qui se passe en profondeur. On a quand même les cratères d'impact. Donc une façon d'aller voir un petit peu comment les mers lunaires se sont mis en place, c'est d'aller voir alors ce cratère qui s'appelle, c'est un exemple, mais on pourrait le faire avec d'autres, le cratère Euler, dans les mers des pluies, et puis d'aller sur les remparts, où les remparts vont en fait mettre à jour ce qui se passe en profondeur. Et donc là, on va aller voir un petit peu la stratigraphie, on va aller regarder, grâce au phénomène impact météoritique, à quoi ressemble la subsurface des mers lunaires. Et c'est ce qu'on va voir ici sur la droite de cette diapositive. Alors c'est un petit peu déformé parce qu'on est quand même dans le rempart d'un cratère d'impact, donc il s'est passé un petit peu des mouvements liés à la mise en place du cratère, mais par contre ce qu'on voit c'est des couches comme ceci, plus ou moins horizontales, et ça évoque quelque chose qu'on connaît bien sur Terre, c'est le volcanisme de trappes, qui sont aussi le volcanisme de points chauds. On va citer deux exemples que vous connaissez sans doute, les trappes du Paraná au Brésil, au Columbia River aux USA. J'aurais pu utiliser les trappes du Deccan en Inde. Donc on va, sur Terre, ce volcanisme-là, ce sont des coulées basaltiques qui font chacune peut-être plusieurs mètres ou plusieurs dizaines de mètres, mais qui au total, en plusieurs millions d'années, se sont mis en place sur des kilomètres d'épaisseur. Donc on a vraiment l'analogue un petit peu là, du mécanisme de remplissage des mers lunaires. On s'imagine que c'est comme un volcanisme de trappe, donc des coulées volcaniques successives qui vont se mettre en place pendant des millions et des millions d'années, avec des choses forcément très fluides, on va le voir par la suite, parce que ça va se remplir et s'épancher et faire une surface horizontale comme celle d'un lac. Alors, mais ça nous dit toujours pas pourquoi il n'y a pas de mer sur la face cachée de la Lune. On a vu là un petit peu comment ça se met en place, mais pourquoi finalement il n'y a pas de mer sur la face cachée de la Lune? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le basalte, le liquide basaltique qui va fondre, qui est issu de la fusion partielle du manteau, il va remonter dans la croûte parce que le magma est plus léger que le solide. Ça, c'est vrai. Sauf que j'ai dit aussi que la croûte anorthositique était quand même très peu dense. Donc le contraste de densité, il est quand même
pas très en faveur par moment du magma. Et on peut s'imaginer que la croûte, si elle est très épaisse, fasse obstacle à la montée de ce magma. Finalement, il faut une certaine pression pour que ça monte, et que si la croûte anorthositique elle est très épaisse, on pourrait s'imaginer que ce soit ça l'obstacle à la formation de mer lunaire, et que le magma puisse être présent en profondeur, mais n'arrive pas à atteindre la surface parce que la croûte fait barrière. Alors évidemment, si on regarde... alors c'est la même technique que celle tout à l'heure qu'on a utilisée pour regarder l'épaisseur des mers lunaires. On regarde le champ de gravité. La croûte a fait un contraste de densité avec le manteau. Le manteau est plus dense, donc on peut aller essayer de contraindre l'épaisseur de la croûte de la Lune. Et quand on fait ça, on s'aperçoit que la face visible a une croûte qui est plus fine que celle de la face cachée. La face cachée est ici. Globalement, vous voyez qu'il y a plus de rouge ici. Le rouge, c'est vers 50 km. Donc globalement, on a envie de dire, ah oui, ça pourrait être une hypothèse intéressante. Il y a une épaisseur crustale qui est plus importante sur la face cachée. Ça fait barrière. Ça empêche au magma de percoler, de remonter et d'atteindre la surface de la face cachée. Alors le problème, c'est qu'il y a des contre-exemples et que ça ne marche pas bien, cette idée-là. Il y a un grand bassin d'impact sur la face cachée, justement, qui est le bassin South Polar Icon, ou SPA, qui est un endroit où la croûte lunaire est extrêmement fine, en fait. Et sur ce bassin, on n'a pas de remplissage de mer lunaire, ou très très peu. Donc l'idée que globalement, on a une corrélation entre une épaisseur de croûte et un remplissage par du magmatisme basaltique, on a un contre-exemple qui ne marche pas bien. Donc là, vous avez une carte de ce bassin ici, qu'on voit entouré par un cercle noir. Et dans ce bassin, on va le voir ensuite, il n'y a pas beaucoup de remplissage. Là, ce que vous avez ici, c'est simplement des échelles d'altitude. Donc en bleu, c'est ce qui est profond. Et donc on voit bien la profondeur de ce bassin. Et donc forcément, la croûte a été excavée lors de l'impact, donc elle est beaucoup plus fine. Voilà un morceau de ce bassin ici avec les mers lunaires telles qu'elles sont cartographiées sur ce bassin et leurs âges. Alors c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas étendu aujourd'hui, mais les âges à la surface de la Lune, on peut y remonter en comptant les cratères d'impact. C'est notre horloge. Ça a été calibré grâce aux missions Apollo. Plus il y a de cratères d'impact, plus c'est vieux, parce que plus la surface est exposée longtemps. C'est quelque chose que je pense que certains d'entre vous savent déjà, donc c'est pour ça que je vous donne des âges ici. C'est comme ça qu'on fait pour dater les surfaces de la Lune. On compte les cratères d'impact, et plus il y en a, plus c'est vieux. Et donc là, les gens de l'équipe de la mission, c'était la mission Lunar Reconnaissance Orbiter, se sont même amusés à essayer de voir s'il y avait des corrélations entre les âges et l'épaisseur crustale. C'est-à-dire si ça fait barrière, on va avoir des âges de plus en plus, des âges qui pouvaient être corrélés entre l'épaisseur crustale, ou une corrélation entre les âges et l'épaisseur crustale. Ce n'est pas le cas non plus. Donc tout ça tend à montrer que l'idée que la croûte anorthositique fait barrière, ce n'est pas ça qui explique la différence de volcanisme entre la face cachée et la face visible. Alors, le volcanisme, ce n'est pas qu'une histoire de densité, c'est aussi une histoire de chaleur, on l'a vu. Donc, on a parlé de ces éléments radioactifs. J'ai dit que quand les atomes potassium, uranium et potassium 40, uranium 238 et thorium 232 se désintégraient, ils émettaient des rayons gamma. Ces rayons gamma, ils vont être émis dans l'espace et il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc on va pouvoir les cartographier depuis l'espace. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sur Terre. Cette carte que vous voyez ici, une carte de thorium, on sait le faire à 50 mètres du sol avec un avion sur Terre, mais on ne sait pas le faire depuis l'espace parce que ces rayons gamma vont être absorbés dans l'atmosphère. Par contre, sur la Lune, en envoyant un satellite, un détecteur gamma, donc ces photons à très haute énergie, on va pouvoir cartographier la quantité de potassium 40, la quantité de thorium et la quantité d'uranium, et avoir une idée, en surface uniquement, dans le premier mètre en fait à peu près, une idée de la concentration de ces éléments dans la croûte. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une asymétrie entre la face visible de la Lune, ici, qui est à gauche, et puis la face cachée. Sur la face visible, on a 10 fois plus de thorium ici, quasiment, que sur la face cachée. Et donc,
10 fois plus de thorium. C'est pareil pour l'uranium aussi, hein, il y en a plus. Donc c'est plus chaud. Donc nouvelle hypothèse ici, c'est que ce n'est pas une histoire de barrière, ce n'est pas une histoire de densité, c'est une histoire d'éléments radioactifs qui sont plus abondants sur la face visible que sur la face cachée. Oui, mais là, du coup, on vient juste de déplacer le problème. On a compris que le volcanisme entre face visible et face cachée, c'était lié aux éléments radioactifs, mais vous allez me dire pourquoi il y a plus de thorium sur la face visible. Ça, on vient de répondre à une question, mais on en amène une autre. C'est souvent comme ça en science. Donc on va essayer de répondre à cette question-là. Pourquoi il y a plus d'éléments radioactifs sur la face visible que sur la face cachée? Alors ça, c'est une carte qui a été réalisée par les Japonais, donc c'est la mission Selene ou Kaguya. Là, on va regarder, comme j'ai dit tout à l'heure, une façon quelquefois de regarder la composition des roches et de regarder leur couleur. En fait, c'est de faire de la spectroscopie. C'est-à-dire qu'on va essayer de regarder les éléments qui sont présents dans les minéraux. Et il y a deux éléments qui sont particulièrement intéressants pour étudier le volcanisme, c'est le magnésium et le fer. Et le fer, c'est un élément qui donne une couleur aux roches. Donc s'il y a plus ou moins de fer, on va être capable de le dire depuis l'espace en regardant les variations subtiles de couleur des roches. Et sur cette carte qui donne en fait un rapport magnésium sur magnésium plus fer, donc c'est un ratio, un rapport, on voit qu'il y a une différence entre la face cachée qui est au centre ici. Alors, dans l'article qui avait été publié, ils avaient représenté la face cachée au centre de la carte ici, et la face visible, par contre, est à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette carte? Alors, le magnésium, pourquoi je disais que c'était important du point de vue de l'histoire magmatique, c'est que c'est un élément qui va être réfractaire. Il va être tendance à plutôt à rester dans le solide au moment de la cristallisation. Donc quand on va avoir l'océan magmatique, on s'imagine qu'on va avoir cet océan magmatique avec les plagioclastes qui vont cristalliser. Si le magnésium va plus dans le solide, le reste du magma, lui, va s'enrichir en fer. Donc on va avoir une évolution, un magma qui va être de plus en plus enrichi en fer. Donc vous voyez peut-être un petit peu où je veux en venir ici, c'est que si il y a une différence entre la face visible et la face cachée pour ce rapport entre fer et magnésium, c'est qu'on a peut-être la croûte lunaire qui ne s'est pas fait exactement au même moment et que les plagioclastes qui ont cristallisé un peu plus tard ont cristallisé à partir d'un liquide qui était plus enrichi en fer. Alors c'est exactement ça que les collègues japonais ont imaginé pour expliquer cette asymétrie entre face visible et face cachée. C'est qu'ils ont proposé que la croûte de la face cachée est constituée de roches qui ont cristallisé à partir d'un magma moins évolué au tout début. Donc on commence par cristalliser du côté de la face cachée, un magma qui va être riche en magnésium, et puis petit à petit, on va cristalliser le magma du côté de la face visible, alors que le magma, lui, s'enrichit en fer. Alors là où c'est intéressant, c'est que si on fait ça, les éléments radioactifs, potassium, thorium et uranium, eux, sont incompatibles. Ça veut dire qu'eux, ils n'aiment pas aller dans les solides. C'est l'inverse. Donc du coup, ils vont s'enrichir de ce côté-là. À la fin, quand il n'y aura plus le choix et qu'il faudra bien qu'ils cristallisent. Donc on va expliquer à la fois la carte que je vous ai montrée précédemment, celle-là, et puis celle-ci, où on a les éléments thorium, uranium et potassium qui sont accumulés sur la face cachée. Alors vous voyez qu'on a encore déplacé le problème, parce qu'il reste quand même une question, c'est pourquoi ça a commencé du côté de la face cachée et pas de la face visible? Pourquoi il y a une asymétrie de la cristallisation de l'océan magmatique? C'est une idée intéressante, mais il va falloir expliquer maintenant pourquoi, du côté de la face visible, ça a cristallisé en dernier. Alors, une hypothèse qui est avancée, c'est que si la face visible, elle est du côté de la face, elle est donc du côté de la Terre, c'est que ça peut faire un petit peu bouclier thermique. Et que cette présence de la Terre suppose qu'on a protégé du refroidissement qui a pu commencer face cachée. Alors, le problème de cette hypothèse, c'est qu'on sait que la rotation synchrone de la Terre, de la Lune avec la Terre, le fait qu'elle nous montre tout le temps que la même face,
c'est lié à cette asymétrie crustale. Donc là, le problème se mord un peu la queue, parce que il faudrait que la Lune soit déjà en rotation synchrone ou qu'elle le soit très vite pour pouvoir expliquer après cette croissance asymétrique. Vous voyez qu'on n'a peut-être pas encore tout compris dans cette histoire de asymétrie, face cachée et face visible, mais on avance petit à petit, les questions se déplacent vers des questions de plus en plus pertinentes, et c'est ça qui est intéressant, pour essayer de comprendre pourquoi on a un satellite qui a deux faces qui sont très différentes. Alors, sur la dernière partie de mon exposé, je vais revenir à des choses peut-être un peu moins compliquées, un peu plus faciles à saisir, mais qui sont tout aussi spectaculaires en termes, je dirais, de volcanisme, parce que les paysages volcaniques de la Lune sont très particuliers. Ce n'est pas des choses qu'on va forcément voir sur Terre dans les mêmes proportions. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces mers lunaires, pour les remplir, il faut que les laves soient très fluides. Alors c'est vrai que ce qui contrôle la viscosité d'un magma, c'est sa composition et sa température. Donc si le magma est très chaud et s'il est très pauvre en silice, en gros c'est les deux principaux paramètres, l'eau aussi, mais là dans le cas de la Lune ce ne sera pas pertinent, mais en tout cas la température et la viscosité, la température et la teneur en silice vont être les deux principaux facteurs qui peuvent expliquer que les magmas soient très fluides. Et ça va être le cas de la Lune, où c'est une vue d'artiste ici, où on va parler de ces rilles sinueuses qui sont l'un des paysages volcaniques les plus spectaculaires à la surface de la Lune et qui supposent des écoulements de lave turbulents à grande vitesse, de très gros débits, avec des coulées de lave qui vont se mettre en place sur plusieurs centaines de kilomètres avant de se refroidir. Alors l'une de ces rilles sinueuses les plus connues, c'est Valles-Schröderi ici, que vous voyez représenté ici une mosaïque. On est du côté de l'océan des tempêtes, si ma mémoire est bonne. Et ce qu'on voit tout au début, alors je pense que je peux passer directement à la diapo suivante, où c'est représenté aussi. Vous avez comme ce qu'on appelle la tête de cobra ici, et puis vous avez la rille ici, qui est comme une rivière, mais pas une rivière d'eau, donc une rivière de lave. Et au centre de cette rivière, vous en avez une autre plus petite. J'espère que vous la voyez. Voilà, vous avez une autre rille qui s'est mise en place. Alors tout ça, comment ça se forme? Il y a plusieurs hypothèses pour expliquer. Soit c'est par érosion, c'est-à-dire qu'on s'imagine que comme une rivière, la coulée de lave, avec sa température, est capable d'éroder la roche en s'écoulant, et donc va creuser une rille comme une rivière, mais une rivière de basalte. Et l'autre hypothèse, et les deux peuvent marcher en même temps en fait par moment, ce sont les tubes de lave. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la coulée de lave qui se cristallise en surface, ça s'écoule à l'intérieur, et puis ça va se vider. Et quand ça va se vider, ça va s'effondrer, et va rester simplement l'intérieur du tube de lave. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut essayer d'expliquer les rilles lunaires, mais dans tous les cas, ça suppose des magmas très fluides et qui vont se mettre en place avec des débits très importants. Un autre paysage spectaculaire de rilles lunaires, ici on est dans le fond du cratère Posidonius, dans mer de la Sérénité, et vous avez ici, alors ça commence là-haut, et voilà, vous avez cette rille sur plusieurs dizaines de kilomètres de long qui va s'écouler sur le plancher qui est relativement plat du cratère, donc ça va faire comme des méandres, exactement comme une rivière qui aurait des méandres. Et là encore, il faut des choses très très fluides pour faire ça. On n'a pas d'équivalent terrestre de ce type de volcanisme. Une autre rille sinueuse qui fait, elle, je crois, plus de 200 km de long. Vous n'en voyez qu'un bout ici. Rima Sharp, vous voyez ici cette rivière qui n'est encore une fois pas de l'eau qui a coulé, mais un épanchement bas de lave au sein de la mer lunaire. Alors soit un tube de lave effondré, soit quelque chose qui se crée par érosion. Alors, il y a quand même des choses qui peuvent être équivalentes à ce qu'on trouve sur Terre. On va voir sur la Lune ce qu'on appelle des kipuka. Alors, kipuka, c'est un terme hawaïen. Il y a quelques termes hawaïens qui sont pris dans le volcanisme. Vous avez peut-être entendu parler des laves AA, qui sont des laves très très rugueuses. C'est un terme hawaïen. Des laves aussi pas œil, qui sont aussi elles plus fluides et qui sont aussi un terme hawaïen. Kipuka en est un autre.
On est sur Hawaï ici, et vous allez voir ici des îles de verdure, en fait, qui sont des restes simplement d'un terrain qui a été ennoyé par des laves plus récentes. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut voir sur Terre et qu'on peut voir aussi sur la Lune. Et ça nous apprend aussi des choses sur l'histoire volcanique. De regarder ce qui s'est passé Kipuka, ça nous donne des informations sur la fluidité des laves, sur les conditions de mise en place. Là, ce que vous voyez ici, c'est un ancien cratère d'impact. Vous voyez les remparts du cratère qui sont un peu émoussés, mais il y a bien un cratère d'impact ici. Il y avait peut-être un point bas ici, ou quelque chose un peu plus fragile, et la lave est en fait rentrée et a rempli le cratère. Donc on est dans une mer ici, et ce cratère s'est fait quasiment entièrement comblé par un épanchement de basalte. Et il ne reste que le rempart, qui a été quasiment enfoui, mais pas complètement. Donc voilà un exemple aussi de morphologie volcanique particulière sur la Lune. Alors quelque chose de beaucoup plus intriguant et qui a beaucoup excité même les médias, on en a pas mal parlé parce que en termes d'exploration de la Lune, ça fait rêver. C'est quelque chose de, vous allez voir, de particulièrement intéressant. C'est la fosse de Marius. Alors vous voyez sur cette image, on voit, alors la lumière vient en bas à gauche, donc toutes ces, je devrais le préciser à chaque fois quand je montre les images, de bien voir, ça c'est des cratères, ce sont des cratères d'impact, vous devez les voir en creux et pas en bulle. Et puis vous avez ça qui pourrait être un cratère d'impact, mais c'est complètement noir en fait. C'est complètement noir parce que on ne voit pas le fond en fait. On ne voit pas le fond, c'est en fait, on va dire comme une grotte. C'est une entrée vers quelque chose dont on ne voit pas le fond, du moins sur cette image-là. Alors, il se trouve que cette fosse ici, elle est sur la trajectoire d'une rille. On va le voir sur le film suivant, qui était un petit film réalisé par la mission Séléné, donc c'est fait par la JAXA. On va survoler donc ces terrains, les collines de Marius ici, et on va s'approcher à un moment donné. Vous voyez les rilles ici, et voilà, on est sur la rille ici, et on a cette fosse. Donc vous voyez, l'hypothèse qui va très vite être proposée par les scientifiques, c'est que si c'est un tube de lave, cette rille, simplement si vous avez peut-être un cratère d'impact à un moment donné ou quelque chose qui était plus fragile, un morceau du toit du tube de lave va s'effondrer. Et que dessous, on a finalement accès à une cavité dont on ne sait pas la taille, mais qui est mis à jour par cette fosse. On va continuer de survoler. Alors tout ça, c'est une région qui est riche en terrain volcanique, avec on va voir aussi parfois du relief ici, donc des choses un peu plus évoluées dont on parlera tout en fin d'exposé. Et on va revenir à la fin du survol. Donc c'est un survol qui est réalisé à partir d'un modèle numérique de terrain de la Lune, ça, c'est artificiel, mais ça permet de survoler la région et de reterminer donc sur la trajectoire de cette île et de revisualiser la fosse de Marius. Alors comme ça a beaucoup intrigué les scientifiques, on est revenu plusieurs fois sur cette fosse de Marius et puis on a cherché à savoir si on pouvait voir le fond, si on pouvait voir dessous. Donc il fallait attendre que le Soleil ait une certaine inclinaison et que le satellite pouvait repasser aussi au bon moment. Et pour essayer de voir un peu mieux, ça c'est l'une des meilleures images de cette fosse ici, où on voit le mur ici, mais on voit que là-dessous, il n'y a rien. Donc il faut s'imaginer que c'est bien une entrée dans quelque chose. Là, si on veut escalader, on ne peut pas. Voilà, c'est une entrée dans une grotte. Alors ça évoque, Tintin, on a marché sur la Lune, où il y avait des découvertes de grottes. Là, c'est quelque chose de très différent de ce qu'il y avait dans Tintin, mais on se retrouve ici avec la preuve quelque part qu'il y a des vides souterrains sur la Lune, et ça peut avoir tout un tas d'intérêts en termes d'exploration future de la Lune. On peut notamment s'y abriter. Donc, c'est des choses qui vont être examinées, à mon avis, dans les années à venir. Alors, difficile de parler aussi des rilles lunaires sans parler de la plus célèbre. La mission Apollo 15 s'est posée très très proche d'une rille qui est la Rima Hadley. Et alors cette mission était l'une des premières missions longues où les astronautes ont pu parcourir plusieurs dizaines de kilomètres avec un rover, ramener à peu près, je crois, plus de 70 kilos d'échantillons, à la fois de mer lunaire, de rilles, et puis des Highlands qui sont voisins ici.
Voilà, ils ont pu s'approcher juste à côté de cette rille. Alors tout ça, c'est du volcanisme ancien. C'est-à-dire que c'est les âges que je vous ai donnés au début de ces mers lunaires. C'est entre 4 et 3,8 milliards d'années, 3,7 milliards d'années. On est dans du volcanisme très très ancien. Et jusqu'à très récemment, on pensait que l'essentiel, avec peut-être des choses encore à 1-2 milliards d'années, mais l'essentiel du volcanisme de la Lune, c'était terminé, c'est ce que je dis en tout début d'exposé. A priori, la Lune s'est refroidie, plus petite rapidement, et aujourd'hui, c'est un astre qu'on dit géologiquement mort, il ne se passe plus grand-chose lié à sa dynamique interne. Mais récemment, on a observé du volcanisme qui pourrait être récent. Alors je dis qui pourrait parce que vous allez voir que là on est vraiment sur le front de la connaissance et c'est quelque chose qui ne fait pas encore consensus dans la communauté. Alors en anglais ça se dit irregular mark patches, c'est des dépôts de mer irréguliers, tout simplement, donc des petits dépôts de volcanisme basaltique qui sont a priori très très récents parce qu'il y a très peu de cratères d'impact dessus. C'est ça qui permet de le dire. Il y en a plus de 70 qui ont été référencés sur la face visible. La plus célèbre, c'est Ina, voilà, une formation volcanique mystérieuse où on va avoir plein de cratères ici, et puis là, il n'y a pas de cratère. Donc c'est quelque chose qui est a priori très très récent. Si on suppose simplement que cratère égale âge, alors là, il y a une difficulté, et moi aussi, pourtant j'ai l'habitude de regarder ces images-là, c'est de bien voir, c'est tellement inhabituel cette morphologie volcanique qu'on a du mal à la voir dans le bon sens. Alors on va zoomer un petit peu. Le repère, c'est les cratères d'impact. Il y en a partout sur la Lune, ça vous permet de déterminer de quel côté vient la lumière. Là, elle vient en bas à droite. Vous avez les remparts qui sont éclairés ici, donc tout ça, c'est des creux. Donc, cette chose ici, vous devez la voir en creux, et à l'intérieur, les textures lisses en bosse. Et je suis à peu près sûr que parmi vous, il y en a qui le verront dans l'autre sens. Moi-même, de temps en temps, si je ne fais pas attention, ça s'inverse. On va zoomer, mais malheureusement, quand on zoome, c'est encore plus difficile. Donc on va faire des allers-retours, vous allez voir, c'est un peu bluffant, parce que là, il faut arriver à voir les dépôts lisses ici en bosse. Alors que... et ces dépôts-là, plus rugueux, de texture plus rugueux, en creux. Encore une fois, le repère, c'est les cratères d'impact, mais même en regardant les cratères d'impact, vous pouvez avoir du mal. Et là, moi, je la vois dans le mauvais sens. Là, je suis sur scène et je la vois dans le mauvais sens. Combien d'entre vous la voient dans le bon sens? Voir les dépôts lisses ici, en bosse. Alors, ce qu'on peut s'imaginer, et c'est l'exemple qui est pris souvent quand on fait de la vulgarisation un petit peu, c'est qu'on a comme de la pâte à crêpes qui est versée sur une poêle. Et donc, les dépôts lisses, c'est la pâte à crêpes. Donc ça, il faut s'imaginer que c'est des morceaux de pâte à crêpes. Alors, on pourrait la retourner dans l'autre sens. Parfois, il suffit de faire tourner la lumière. Mais en tout cas, là, ce que je vous montre ici en gris foncé, c'est ce que j'appelle les dépôts lisses en gris foncé, doivent être vus comme en relief. Et ces parties-là sont des dépressions. Et on a vraiment tendance à voir dans l'autre sens, et c'est pas facile. On reviendra dessus si après, vous n'êtes pas réussi à la voir dans le bon sens. Si on zoome encore plus, voilà, c'est pas forcément plus facile. Le repère, ce sont les cratères d'impact. Alors, si vous voyez des bulles, là, vous êtes sûr de ne pas être dans le bon sens. Mais même quand on voit les cratères d'impact en creux ici, on a du mal à voir, que ça, c'est en bosse. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très, alors a priori très récent. Pourquoi je dis il n'y a pas consensus? C'est qu'il y a d'autres géologues lunaires qui se disent, ça a une texture particulière, peut-être une propriété mécanique particulière qui fait qu'on ne voit pas les cratères d'impact. On ne les voit pas bien, ils n'ont pas été conservés. Donc le débat, il est là aujourd'hui. Est-ce que vraiment il y a peu de cratères d'impact de grande dimension? Vous voyez des petits cratères d'impact, mais il n'y en a pas des grands. L'âge, si on se fie au nombre de cratères d'impact, l'âge le plus jeune qui a été proposé, c'est 33 millions d'années. En tout cas, moins de 100 millions d'années. Donc, je reviens à l'image du petit dessin que je vous ai montré au début. Si c'est le cas, ça, on aurait pu le voir depuis la Terre au moment où il y avait des forêts. Voilà. Si c'est vrai. Mais le débat reste entier sur ce volcanisme récent. Est-ce que c'est vraiment un volcanisme très récent? Et si c'est le cas, il va falloir l'expliquer.
puisque on pense aujourd'hui que la Lune est plus froide, que les températures ne sont pas suffisantes pour fondre le manteau lunaire. Si c'est le cas, il va falloir admettre qu'il y a un mécanisme pour fondre le manteau. Sur Mars aussi, on a introduit du volcanisme récent, alors qu'on pensait qu'avant c'était éteint, donc ce n'est pas quelque chose d'impossible qu'on se soit trompé là-dessus. Il faut savoir aussi que dans l'émission d'Apollo, il y avait des mesures de flux de chaleur qui ont été anormalement élevés, on pensait que c'était des problèmes instrumentaux. Peut-être pas, finalement, ça c'est une idée un peu provocatrice, mais ça serait bien de revisiter. Tout ça encore, au moins on est d'accord, c'est du volcanisme basaltique. Même les irregular mar patches que je vous ai montré, c'est du volcanisme basaltique. Et c'est là où c'est riche le volcanisme de la Lune, et mystérieux aussi, c'est qu'il y a du volcanisme non basaltique. Alors je vais vous montrer quelques exemples de paysages lunaires volcaniques qui sont assez spectaculaires. Quand ce n'est pas basaltique, ça veut dire qu'on va avoir plus de silicium. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la viscosité du magma, c'était lié à sa concentration en silicium et à sa température. Et donc quand on voit des morphologies comme celle-ci, des dômes de Grütizen, avec des pentes importantes, là ça fait penser à des coulées de lave qui ont eu du mal à couler, beaucoup plus visqueuses, et donc un volcanisme évolué. Alors, pourquoi ça pose problème? Parce qu'il va falloir après trouver un mécanisme pour fabriquer des laves plus évoluées. On va y revenir, mais je vais déjà vous montrer qu'il y a plusieurs preuves sur la Lune de volcanisme comme ça, qui n'est pas basaltique, qui donne des morphologies, des dômes, des montagnes qui sont avec des pentes plus importantes. Donc une autre vue, là, c'est comme si vous étiez depuis votre module lunaire à regarder au travers le hublot à 50 km d'altitude à peu près, et vous voyez l'un des dômes de Grütizen avec ses pentes. Alors, en plus, ce qui est intéressant, c'est on voit qu'il est ici ennoyé par le basalte de mer ici. Il est clair. Alors, un volcanisme plus riche en silice va former aussi des minéraux plus clairs. Donc on va souvent avoir un contraste entre à la fois morphologique mais aussi d'albédo, de couleur. Là on va être sombre et là on va être clair. Donc on voit ce dôme qui est ennoyé par les basaltes autour. Qui dit ennoyé, relation stratigraphique entre les deux, il est plus ancien. Donc c'est un volcanisme ancien de la Lune, plus ancien que les mers lunaires. Voilà aussi une morphologie assez énigmatique. On voit des choses comme ça avec une sorte de cratère ici, puis même toutes ces morphologies ici, ce relief qui a été créé, ce n'est pas fait par les cratères d'impact, ce sont des coulées volcaniques, mais des coulées volcaniques plus visqueuses sur Terre. On va parler de dacite, de rhyolite, quand il s'agit comme ça de volcanisme plus riche en silice qu'on va trouver notamment dans les zones de subduction. Voilà un autre exemple de bouclier volcanique ici. On va revenir sur les collines de Marius, où on avait la fosse ici, où on avait la fameuse fosse de Marius. Et là aussi, sur les collines de Marius, on va se retrouver avec ces petits cônes ici. Voilà, volcanisme aussi avec des pentes plus importantes, qui ne peut pas être, a priori, basaltique. En plus, les compositions qu'on a pu avoir depuis l'orbite le confirment, c'est plus riche en silice. Voilà peut-être ce qu'on appelle un spatercone. Voilà, mais pour faire ça, ce n'est pas des épanchements... essentiellement basaltique. Alors celui-là est très, très, très contrasté, très, très facile à repérer, le dôme de Merante. Vous voyez ici, très très clair. Pareil, confirmé, riche en silice et ennoyé dans les coulées basaltiques environnantes. Donc un autre exemple de volcanisme siliceux, ancien, évolué sur la Lune. Sur la face cachée, il y en a aussi, le complexe de Compton-Belkovich. On va se retrouver ici. Alors là, le reste, là on n'est pas dans le complexe ici, vous voyez que c'est cratérisé. Et là, ici, toute cette zone ici, ce ne sont pas des cratères d'impact ici, on est vraiment sur une morphologie volcanique, avec quelque chose, avec des pentes aussi importantes qui font que ce n'est probablement pas des basaltes. Autre exemple ici, le mont Hansteen, qui, pareil, un exemple de volcanisme plus évolué. Alors pourquoi ça pose problème, ce volcanisme plus évolué? Parce qu'il faut un mécanisme pour produire ce liquide riche en silice. Il y a deux façons de le faire. L'une des façons, c'est de faire de la cristallisation fractionnée. C'est que petit à petit, quand vous allez cristalliser votre magma, votre basalte, si vous extrayez des liquides de plus en plus évolués, vous cristallisez, vous gardez le reste du liquide, vous cristallisez, on va finir par faire quelque chose de très évolué.
Et ça, c'est un mécanisme possible, mais par contre, c'est à la fin, et donc c'est en tout petit volume. Est-ce que c'est suffisant pour expliquer tout ce qu'on a vu? Pas sûr. Donc c'est ça la question qui se pose. L'autre façon de faire, qui existe sur Terre aussi, c'est de refondre la croûte. Là, par contre, si vous refondez un basalte et que vous extrayez le liquide de cette fusion partielle, vous allez faire du volcanisme plus évolué. Mais voilà, pour ça, il faut imaginer qu'il y a du liquide basaltique qui remonte et à un moment donné qui va permettre de refondre la croûte. Donc c'est ça un petit peu l'enjeu de la compréhension de ce volcanisme plus évolué, c'est de savoir quel est le mécanisme pétrogénétique qui est à l'origine de ces dômes de rhyolite ou de dacite. Alors, je vais revenir un petit peu encore sur ces histoires de... Ce que j'ai dit au début, oui, c'est que la Renaissance, les astronomes étaient persuadés que les cratères, les dépressions, les cratères étaient des cratères volcaniques. Maintenant, on a vu à l'émission Apollo, tous les cratères sont des cratères d'impact, et ça ne veut pas dire que tous les cratères, en fait, toutes les dépressions sont effectivement des cratères d'impact. C'est ça que je voulais dire ici, c'est qu'on a aussi parfois des dépressions qui sont allongées, et il faut faire attention, on peut toujours se poser la question. Le massif de la Selle en est un exemple ici, où vous avez des dépressions qui sont en fait probablement plus... qui sont des calderas volcaniques, donc des cratères volcaniques, et non pas des cratères d'impact. Souvent, la circularité va être le critère, les cratères d'impact vont être très circulaires, alors que ces dépressions ne vont pas forcément l'être. Quelques points pour terminer, puis après j'espère qu'on a un petit peu de temps pour les questions. Le volcanisme lunaire, comme le volcanisme terrestre, on va voir qu'il y a une partie qui est cachée. Sur Terre, on a des intrusions magmatiques, c'est-à-dire que tout le magma n'atteint pas la surface. Il y a du magma qui va rester piégé en profondeur. Sur la Lune, si c'est piégé en profondeur, vous allez me dire comment on va le savoir. Alors ça pousse quand même, c'est-à-dire que ça va pouvoir faire de la déformation en surface. Donc la manière dont on va pouvoir mettre en évidence le volcanisme intrusif sur la Lune, c'est par le biais de morphologie comme celle-ci. Vous avez sur la Lune des cratères dont le plancher est fracturé. Et ça, la manière d'interpréter, c'est une interprétation, c'est une hypothèse, on ne peut pas définitivement le prouver pour l'instant, mais c'est de se dire que ça a été déformé par du magma qui va remonter en dessous, soit chauffer et déformer de manière plastique, soit aussi créer des contraintes tectoniques qui vont déformer le sol du plancher du cratère. Ce n'est pas la morphologie a priori acquise au moment du cratère d'impact, c'est quelque chose qui se passe ensuite et qui va déformer le cratère. Et on en a beaucoup d'exemples comme ça sur la Lune, il y en a sur d'autres planètes aussi, sur Mars aussi. On a des cratères comme ça dont le plancher est fracturé. Vous voyez ici les fractures, et ça c'est pour les scientifiques lunaires, c'est une bonne indication de l'existence de ce volcanisme intrusif, c'est-à-dire qu'il y a du magma qui ne sort pas, qui se met en place en profondeur, mais du coup, pour faire de la place, est obligé de déformer la surface. Donc le cratère Gassendi ici et le cratère Alphonsus. Alors, ce volcanisme intrusif, depuis, on sait le mettre en évidence aussi par les anomalies du champ de gravité. Donc ça, c'est même technique que pour mesurer l'épaisseur des mers lunaires ou l'épaisseur de la croûte. On regarde les anomalies de masse de manière très très fine et on va mettre en évidence ce qui est en vert ici ou ce qui est en rouge, des endroits où il y a des excès de masse. Donc c'est du magma qui a été refroidi mais qui est plus dense que la croûte et qui signe donc un volcanisme qu'on ne voit pas en surface mais qui a cristallisé en profondeur et qui est plus dense. Donc on sait maintenant qu'il y a du volcanisme intrusif sur la Lune, ce n'est pas une surprise, c'est quelque chose qui est connu sur Terre aussi, une partie du magma ne sort pas, mais on peut commencer à en mesurer les volumes. Et récemment, là, c'est un article qui a été publié en 2024 qui présente une synthèse du volcanisme lunaire en volume, savoir quel est un petit peu le ratio entre les mers, 62%, ce qu'on a appelé des cryptomères, et puis les intrusions. Donc grâce aux anomalies de gravité, on a pu contraindre un petit peu le volume de ce volcanisme intrusif. Et là encore, on revient sur une différence entre la phase visible et la phase cachée. Il y a beaucoup plus de volcanisme intrusif sur la face cachée que sur la face visible. C'est logique puisqu'on a plus de mer sur la face visible que sur la face cachée.
Donc voilà un petit peu pour terminer. Donc bah oui, on a envie de dire que ce spectacle-là, avec les forêts et le volcanisme lunaire récent, est peut-être possible. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'espère, sera résolu dans les années à venir. En tout cas, moi, j'aurais bien aimé voir un spectacle comme ça depuis la Terre, en observant les volcans en train d'entrer en éruption sur la Lune. Donc voilà, bah, je crois qu'il me reste un petit quart d'heure pour des questions. C'est ça ? Merci beaucoup.